J'adorerais qu'ils reviennent. Je pense que c'était une erreur de les avoir exclus. Écoutez, ce n'est pas une question d'aimer ou de ne pas aimer la Russie, c'était le G8. Et vous savez, j'ai dit, que faites-vous les gars? Vous ne parlez que de la Russie. Ils devraient être assis à la table. Je pense que Poutine adorerait revenir. On vit un moment très important. Regardez l'image. Une des images, c'était un des derniers G8. Donc quand ils sont tous là. Regardez bien. Alors tout ça a vieilli un peu. Il y en a beaucoup qui sont plus au pouvoir. D'ailleurs, qui est encore au pouvoir dans la bande? Poutine, justement. Les autres n'y sont plus. Voilà, c'est simple. Donc il y avait le japonais, il y avait Nicolas Sarkozy, Madame Merkel au milieu, Bush le fils, Tony Blair, Romano Prodi, le secrétaire général, le président de la Commission européenne. Et ces images-là, pour les Russes, c'était capital. Se trouver là, au milieu des puissants. Si Trump arrive à obtenir ça, il leur fait un cadeau gigantesque. Il ne l'obtiendra pas parce que les autres pays ne réaccepteront jamais. Ce sera le G2. Ce sera un G2. Et puis, non, si vous Est-ce voulez... qu'on est si sûr de ça? Je rappelle que Donald Trump a menacé de prendre d'autorité le Groenland et les Européens n'ont pas osé. Il n'y a pas un seul ambassadeur européen qui a boycotté la cérémonie d'investiture. En termes de courage, c'est comme ça. Hein. Alors, les ambassadeurs, c'est les ambassadeurs. Là, c'est les États. Là, il s'agit de quelque chose de très concret. C'est d'inviter Vladimir Poutine au G7. Une rencontre de chefs d'État. Non, je ne vois absolument pas la possibilité que d'autres chefs d'État du G7 acceptent. Et puis, s'ils l'acceptent, eh bien... Non, mais il faut l'unanimité. Il n'y aura pas d'unanimité. On a compris que vous n'y croyez pas, mais alors, Elisabeth, pourquoi est-ce qu'il dit ça, Donald Trump? C'est de la provocation? C'est parce que Vladimir Poutine lui a soufflé l'idée? Alors, je pense que c'est peut-être son souhait. Certainement, il a dû parler avec Poutine. Mais on parle quand même de quelqu'un qui a dit aussi que l'Arabie Saoudite allait absorber des Palestiniens, alors qu'on sait que ça ne sera pas le cas. Il a des idées et il pense que tout le monde va se plier à ses envies et ses besoins. Et c'est pas le cas. Enfin, il n'a pas encore compris que tout le monde ne va pas faire le même chemin. Cela étant, le pari sur le... Et parfois, ça marche pas. Ça a marché, par exemple, pour un truc très audacieux à l'époque, qui s'appelait les accords d'Abraham. Les gens disaient, mais jamais les États arabes vont reconnaître Israël. Bah si, ça a marché avec en les gros, sur un malentendu, ça peut marcher. Sur un malentendu, ça peut marcher. Donc il tente. Il tente de voilà, il bouge les choses. Ça laisse infuser tranquillement. C'est peut-être pas la fenêtre mais ça sera peut-être le coup d'après. Tranquillement, Cela étant, rappelons quand même que la Crimée était occupée, par exemple, par les Russes et les Occidentaux. Obama? C'est sous Obama. Encore une fois, Trump s'est exprimé largement là-dessus ce soir. Il dit, vous savez, quand moi je suis au pouvoir, il n'y a aucune chose. Il a fait cette espèce de chronologie rétroactive. Bush, je vous l'ai dit, Obama, Biden. Et il dit, quand moi je suis au pouvoir, rien de tout cela se passe. Maintenant, la différence entre Trump et Poutine, en fait, fait tout pour que le réel se conforme à l'image qu'il souhaite imposer au réel. Il le fait par la force. Trump le fait par la parole, c'est-à-dire qu'il énonce et il souhaite que, ne serait-ce que par la pure force de sa parole, le réel se conforme à sa parole. Écoutons maintenant une des déclarations les plus... Vraiment, elle a une force historique, ce sont les mots fatidiques dictés par Trump, évidemment, de son secrétaire à la Défense, Pete Hegseth. Pour la première fois depuis 1945, peut-être, les Américains disent « c'est fini ». C'est vraiment fini. C'est-à-dire qu'on a souvent lancé des avertissements aux Européens, vous devez payer pour votre défense. Les Européens ne l'ont pas fait. C'est fini. Désormais, l'Amérique a une autre priorité, c'est la sécurité face à la Chine. Et il dit les Européens ne doivent plus compter sur les Américains comme avant pour leur protection. C'est terminé. Écoutez-le. Nous disons sans ambiguïté que les réalités stratégiques ne permettent pas aux États-Unis de se concentrer en priorité sur la sécurité de l'Europe. Les États-Unis font face à des menaces conséquentes. Nous devons et nous sommes concentrés sur la sécurité de nos frontières. La Chine est un véritable adversaire avec les capacités et la volonté de menacer notre pays et nos intérêts nationaux dans l'Indo-Pacifique. Les États-Unis priorisent la dissuasion de la guerre avec la Chine dans le Pacifique. The US is prioritizing deterring war with China in the Pacific.
C'est Obama qui fait ça. L'énormité de cette déclaration, hein, vraiment, soulignons-la. Les États-Unis d'Amérique, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, disent notre priorité maintenant, c'est notre dissuasion face aux Chinois. Les Européens ne doivent plus compter sur nous pour les protéger. C'est-à-dire qu'en fait, les Américains, depuis la création de l'OTAN, en 1949, protégeaient la zone atlantique. C'était un peu retiré après Yalta. Ils avaient vu que les Russes étaient venus partout, avaient passé les hommes politiques tchèques par la fenêtre. Et là, il a dit, il faut revenir. Ils sont revenus en 1949, c'était l'OTAN. Et là, ils disent très clairement, et c'est historique, vous avez raison de le souligner, Darius, c'est historique, ils disent, l'Atlantique, c'est pour les Européens. À vous de vous débrouiller. Nous concentrons sur l'Indo-Pacifique. Nous voulons garder l'Indo-Pacifique. Les Chinois, c'est vrai, veulent prendre le Pacifique pour eux. Et donc, alors, il n'a pas dit pour faire la guerre à la Chine, il a dit pour la dissuader. Mais c'est en fait mettre tous les moyens pour défendre l'influence américaine dans l'Indo-Pacifique. Alors là, je vais peut-être choquer, mais je vais quand même vous dire que si j'étais américain, je dirais la même chose. La véritable menace systémique américaine de l'autre côté du Pacifique, c'est véritablement la Chine. C'est vrai. C'est pas nous. Et puis ensuite, notre lâcheté, 1% du PIB dépensé par certains pays en Europe, etc., cette incapacité à se mettre en ordre de bataille tous ensemble, eh bien, effectivement, je serais américain, je dirais, il y en a ras-le-bol de poyer pour des types qui ont dépensé en dépenses sociales pendant des années, qui ont prospéré sur notre dos, et c'est vrai qu'il y a une lâcheté occidentale que l'on est en train de payer aujourd'hui. Et je serais américain, franchement, je pense là, véritablement, l'analyse stratégique qui vient d'être donnée, je la ferais si j'étais... Attendez, faisons... faut toujours se faire l'avocat du diable quand on est journaliste. Cette fois, je me fais l'avocat des Européens. Quand même... les États-Unis d'Amérique ne peuvent pas se battre sur deux fronts. Ils ne peuvent pas promettre à la fois la protection des Européens. Ils n'ont pas dit qu'ils se désengageaient. Pas tout à fait. Ils ont dit la priorité. Oui. La doctrine, c'est Ils ont quand même dit débrouillez-vous. deux théâtres majeurs. Pourquoi ça serait aux Américains de le faire aux places des Européens? C'est ça la question. Oui, ils peuvent le faire, mais pourquoi c'est à eux de le faire? Et c'est aujourd'hui, et c'est le résultat d'un certain nombre de décennies de réflexion sur cette question. Ils ont... On est gentil, on l'a fait à plusieurs fois. Pourquoi aujourd'hui, alors que vous vous êtes reconstruit après la guerre, vous êtes des pays riches, vous avez construit l'Europe justement contre l'OTAN pour s'engager et se construire, et maintenant vous voulez qu'on reste. Là, on voit que vous êtes une vraie américaine, Elisabeth Schepper. Ça m'a frappé déjà ces derniers jours. Là-dessus, vous dites, pardon, on ne vous doit rien. Oui, vous êtes sans pitié. Alors peut-être que les Européens vont dire ça. Elle a raison, parce que l'article 5 de l'OTAN, effectivement, oblige les Américains à venir en aide à tout pays de l'Alliance qui serait agressé. Mais il y a aussi un article 3 qu'on ne cite jamais, qui oblige les États membres de l'Alliance Atlantique de faire de véritables efforts pour leur défense. Or, il est avéré que l'Allemagne, ou que beaucoup d'autres pays, n'ont pas fait de vrais efforts pour leur défense. Est-ce que vous partagez cet avis que les États-Unis ont raison, parce qu'au fond, c'est eux qui ont lancé des commandements de pays en fait, pendant 20 ans, l'Europe n'a pas suivi, donc au revoir. Les États-Unis se vantent d'être les leaders du monde libre. Eh bien, quand on est les leaders du monde libre, on a des responsabilités. Et vous écoutez Pete Hegseth aujourd'hui qui disait « Nous allons rester les leaders du monde libre. L'Europe doit prendre en main sa propre sécurité, mais finalement, c'est nous qui décidons de ce qui va se passer en Europe parce que nous négocions avec la Russie sur le dos de l'Europe et de l'Ukraine. » Donc il y a quand même pas mal de petites contradictions ici, je trouve. Alors oui, je partage, Elisabeth, votre analyse que les Européens n'ont pas fait assez. Mais aujourd'hui, là encore, la conférence de presse, moment sublime, quand un journaliste allemand pose la question, bon, vous voulez que les alliés payent tous 5% de leur PIB pour la défense? Les États-Unis, c'est à peu près 3,7, 3,8. Est-ce que vous allez augmenter, vous aussi, pour être jusqu'à 5%? Et là, la réponse de Hegseth... Attendez, les Français... La réponse de Hegseth, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Écoutez, arrêtez de nous chamailler sur des chiffres comme ça... On fera ce qu'on veut. Si vous voulez, je comprends ce sentiment, mais on tape trop sur les Européens. On oublie, et je le répète parce que chaque fois que je peux, on oublie que la seule fois que l'article 5 de l'OTAN a été invoqué, c'est la nuit entre le 11 et le 12 septembre 2001, que les Européens sont allés à côté de leurs alliés américains en Afghanistan. Des Ukrainiens sont allés à côté des alliés américains en Afghanistan parce que ça faisait partie de leur désir de faire partie de l'OTAN. Des Ukrainiens sont
même allés en Irak. C'était même pas une opération de l'OTAN. Donc il faut qu'on arrête de dire les Américains ont tout fait pour nous et nous, on n'a rien fait. Nous, on s'est aussi battus sur notre territoire. Mais moi, La question, c'est pas de savoir. Elisabeth. Non, moi je pense qu'on est dans un autre monde. Et pourquoi je dis ça? Parce que les républicains, je pense à Bush et d'autres, étaient des faucons. Ils étaient prêts justement à maintenir aussi ce côté dominance militaire. Je pense que tout ce qui intéresse Hegseth comme Trump, c'est pas... c'est le fric. C'est le fric. C'est money, 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 et c'est tout. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'anti-américanisme primaire? Ce matin, je voyais un diplomate américain, j'étais très frappé. Il disait en réalité, les Européens, faites ce que vous voulez. Personne ne vous empêche. Si vous voulez vous battre en Ukraine, vous êtes libre. Nous, on n'ira pas. Mais si vous voulez aller, vous êtes tout à fait libre. Et effectivement, on a l'impression que les Européens disent, mais pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous ne nous aidez pas? La question que vous avez posée, Darius, à mon avis, n'était pas bonne. Vous avez dit qui a raison. Mais on n'est pas dans une classe de morale. Les États sont des monstres froids qui défendent leurs intérêts. C'est une question qu'on avait posée à De Gaulle à une conférence de presse et qui avait dit, mais monsieur, les pays n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Et les Américains défendent effectivement leurs intérêts. L'administration Trump a considéré que la principale menace... Avançons un tout petit peu. La conséquence concrète, est-ce que ça veut dire que si demain, l'Estonie est attaquée, ce que vient de dire là Hegseth, c'est que ça aura un effet? Oui, ça veut dire Gallagher. Est-ce que ce sera à nous, Européens, de nous débrouiller? Est-ce que ce sera en quelque sorte bien fait pour nous? C'est un peu ce qui ressort. En fait, pour avoir regardé, si vous voulez, l'entrée en scène de Hegseth, l'image qui m'est venue à l'esprit, c'est le shérif qui débarque, il défonce les portes du saloon et il éclate l'addition sur la table. Les dividendes de la paix, c'est terminé. Maintenant, vous allez, pardonnez-moi l'expression, raquer. Et là, il regarde chaque personne qui est autour de la table. Regardez les têtes d'ailleurs autour de la table. Voilà. C'est un peu les têtes d'enterrement. Mais est-ce que vous comprenez cette réaction-là? Parce que Elisabeth avait l'air de dire, je n'ai pas dit que j'accepte. Mais vous disiez que vous compreniez quand même. Vous disiez quand même que vous compreniez son. Non, je comprends le calcul. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord. Soyons clairs. Je suis vraiment du côté des Européens. Mais je comprends ce qui se passe dans la tête de Hegseth et de Trump. C'est pas la même chose. Oui. Votre question est bonne. Sur l'Estonie. L'Estonie, ça sera d'abord aux Européens qui sont le plus proches d'intervenir parce que les Européens, dans longtemps, ont les mêmes obligations que les Américains. Donc les pays voisins de l'Estonie, la Finlande, la Suède, etc., devront immédiatement intervenir. Non, les règles de l'OTAN sont très claires. Pour que ce soit une intervention au titre de l'OTAN, ce sera à l'unanimité, ce sera le déclenchement de l'article 5. Après, si individuellement des pays veulent aider l'Estonie, personne ne va les en empêcher. Mais du point de vue, si on regarde purement les traités, alors après, il y a l'article 47.3 du traité de l'Union européenne qui pourrait peut-être entrer en jeu, 42.7, pardon, oui, qui pourrait peut-être... Qui oblige à la défense au sein de l'Union européenne. Mais si on parle strictement de l'OTAN, c'est tout le monde. Ce sera tous ou personne. Voilà. Oui, mais les premières armées à y aller, ça sera les armées européennes. Mais ce sera avec une décision de l'OTAN. Les plans de défense sont faits. Chaque nation doit fournir des contingents. Lorsqu'il y a un conflit majeur, les plans, ils sont faits à l'avance. C'est pas simplement, t'es disponible, le pays d'à côté, tu vas y aller tranquillou, c'est pas comme ça que ça en attendant que les autres arrivent. C'est planifié, ce genre de choses.